l'écoute de Radio Mali, il est 13 heures à Bamako, 8 heures à Cali en Colombie, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de votre 13 heures. Accorder les violons pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES était le leitmotiv de la rencontre des ministres en charge du commerce et de l'industrie du Mali, du Burkina Faso et du Niger, réunis ce week-end à Bamako. Les conclusions de la conclave de Bamako à suivre avec Moussa Alassane Diallo, le ministre de l'Industrie et du Commerce. À Kay, l'heure de la mobilisation a sonné autour des sinistrés victimes des inondations. Les plus de 4000 bénéficient du soutien des services de l'État et des particuliers. Comment, dans le dossier de ce 13 heures, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara nous en parlera. Hors du Mali, ouverture hier à Cali en Colombie du sommet mondial sur la biodiversité appelé COP16. Pour le Mali présent, il s'agit de mobiliser des ressources financières pour financer sa stratégie sur la biodiversité. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Cali, Siaka Konati. Au Tchad, les législatives se feront sans le parti les transformateurs de l'opposant Success Masra. Pendant ce temps, en Israël, après la mort du numéro 2 du Hamas, les familles des otages israéliens demandent un cessez-le-feu. En sport, ultime report du tournoi UFOA qualificatif pour la Coupe d'Afrique des cadets. Fotigi Tunkara nous dira pourquoi l'épée de Damoclès est suspendue sur la tête des équipes. Avec lui, il sera également question de la troisième journée de la Ligue des champions d'Europe. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 21 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, les ministres en charge de l'industrie du commerce de la Confédération des États du Sahel ainsi que les représentants du secteur privé de l'espace étaient en conclave ce week-end à Bamako. Au centre de la rencontre, la création d'un cadre de concertation et de coordination des actions du secteur privé au bénéfice de l'économie de la Confédération. Il s'agit de mettre un cadre en place pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens avec une assise économique propre aux trois États. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, qui était l'invité hier de 13 heures dimanche de la Radio Nationale. Il répond aux questions de Ibrahima Traoré. Dans le cadre de l'opérationnalisation des décisions prises par le premier sommet des chefs d'État de l'AES, tenu à Niamey le 6 juillet 2024. Donc cette opérationnalisation des décisions prises par les chefs d'État par un certain nombre d'actions et de réformes. D'une part, pouvoir l'harmonisation des politiques industrielles, assurer des complémentarités entre nos tissus industriels. Et deuxièmement, favoriser les échanges commerciaux entre les trois pays de l'AES à travers une meilleure circulation des personnes, des biens et des services. Mais aussi, comment aussi améliorer le cadre des investissements. On a énormément parlé de développement endogène, autrement dit la capacité de nos pays à créer leurs propres biens de consommation, la capacité de nos pays à nous approprier des ressources naturelles, mais aussi la capacité de nos pays à réaliser les projets structurants dans différents domaines, infrastructures, télécommunications, transports, aéroports, etc. Surtout ce qui a été le clou de cette rencontre, c'est vraiment la formalisation et la mise en place d'un cadre d'échange qui va permettre aux ministres de se concerter tous les mois pour voir l'état d'avancement des réformes et des décisions qui ont été prises à Bamako. Justement, des accords de partenariat ont été également signés entre différentes chambres consulaires. De quoi ont-elles convenu concrètement, monsieur le ministre? Le deuxième temps fort de cette rencontre de Bamako, c'était de permettre et de favoriser la signature de conventions cadres entre les chambres de commerce et d'industrie du Mali, du Burkina et du Niger, ainsi que les chambres d'agriculture du Mali, du Burkina et du Niger, de façon à ce qu'on puisse avoir une meilleure intégration des actions communes des chambres. L'objectif recherché à travers la signature de ces conventions cadres, c'est permettre donc à nos différentes chambres consulaires de travailler ensemble de façon à assurer la mise en œuvre justement de la libre circulation des personnes et des biens, de façon à permettre les échanges commerciaux dans l'espace AES, parce qu'en vérité, les réformes politiques qui sont portées par le gouvernement, la concrétisation, la mise en œuvre réelle de ces politiques sur le terrain, c'est bien sûr les opérateurs économiques. Monsieur le ministre, sur quel secteur précisément comptez-vous vous appuyer pour booster l'économie dans la zone AES? Il y a deux secteurs clés. Le premier secteur, c'est le secteur agricole. On a un potentiel énorme en termes de disponibilité en terre.
on a l'eau, on a le soleil. Comment aujourd'hui ne pas assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire dans l'espace AES? Pour cela, il faut massivement investir dans les aménagements agricoles avec la maîtrise de l'eau, ne pas soumettre notre agriculture aux aléas climatiques, mais aussi, surtout, le secteur minier. Les 3 pays de l'AES ont un formidable potentiel de production minière qu'il faut exploiter et s'approprier, n'est-ce pas, de ces ressources-là pour les mettre au service du développement économique de nos pays. Débarrasser, n'est-ce pas, de l'emprise du retour à l'ordre ancien. Aujourd'hui, nous sommes dans la souveraineté de nos pays. À l'instant, Moussa Alassane Diallo, le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui s'exprimait interrogé par Ibrahima Traoré hier dans 13h du match de la Radio Nationale sur les conclusions de la rencontre des ministres de l'AIS de Bamako en charge de l'industrie et du commerce. Direction Sikasso à présent en 3e région. Le budget primitif 2025 du conseil régional de Sikasso s'élève à plus de 15 milliards de francs et 10 000 francs CFA. L'information a été partagée au cours d'un débat public sur le budget primitif de cette collectivité qui couvre les régions administratives de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Le débat a regroupé les autorités administratives et politiques ainsi que les représentants des couches socio-professionnelles, tout comme Moustapha Doumbia de ORTM Sikasso. Les débats publics relatifs au budget primitif 2025 du Conseil régional visent entre autres à partager les prévisions budgétaires, à communiquer sur les investissements réalisés et à partager les grands chantiers de 2025. Le cadre regroupe des chefs de services régionaux, les préfets, les représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles. Samba Sanogo, deuxième vice-président du Conseil régional de Sikasso. Les grands chantiers de l'année 2025 seront focalisés sur, entre autres, la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles, la formation professionnelle et insertion, la promotion d'une économie régionale performante, la réalisation d'investissements structurants et productifs, le renforcement des capacités des ressources humaines. Le budget primitif 2025 du Conseil régional s'élève à 15 768 millions de francs CFA. Celui de 2024 était de plus de 20 milliards de francs CFA. Cet écart s'explique par le retrait de certains partenaires. La tenue régulière de ces cadres est saluée par les autorités administratives et politiques. Abdrahman Sidibé, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. Je tiens encore à remercier l'équipe du Conseil régional pour vraiment la constance dans la tenue des différentes activités pour couronner les procédures assignées aux différentes collectivités. Amadou Soumaré, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Il convient également de souligner l'importance de la responsabilité collective. La gestion des ressources publiques est une responsabilité partagée entre les élus et les citoyens. Parmi les réalisations 2024 du Conseil régional, on peut citer la construction des sièges des conseils régionaux de Bougouni et Koutchala, la réalisation des systèmes hydrauliques villageois améliorés et la réalisation des périmètres maraîchers. Sikasso, Moustapha Doumbia et Daouda Konaté pour l'ORTM. 13h08, actualité hors du Mali. Au Tchad, le parti Les Transformateurs de l'opposant Succès Masra ne prendra pas part aux élections législatives et générales qui auront lieu le 29 décembre prochain. L'ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle en a fait l'annonce hier lors d'une cérémonie de commémoration organisée à l'occasion du 2e anniversaire de la sanglante répression appelée Jeudi Noir à N'Djamena. C'était le dimanche 20 octobre 2023. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 ont pris le contrôle hier soir de la ville de Kalembe dans la province du Nord Kivu après de violents combats avec les groupes pro-armés qu'on appelle Wazalendo. Nouveau rebondissement politique au Kenya ce matin. Pour la première fois depuis sa destitution approuvée par le Sénat, le vice-président Rigata Gachagua s'est exprimé en quittant l'hôpital où il séjournait depuis jeudi dernier. Il s'en est pris au chef de l'État, William Ruto, qui l'a qualifié, je cite, de vicieux. Il a aussi déclaré que qu'il est l'objet d'une persécution politique et craindre pour sa vie, pour celle de sa famille. Enfin, il déclare: mon seul problème avec le président William Ruto, c'est de lui avoir dit la vérité. L'armée israélienne, on est
au Liban continue de frapper ce pays alors que cette armée a annoncé la mort de Yahya Sinwar, le chef numéro 2 du Hamas lors des opérations. C'était le jeudi dernier. Et pour les proches des victimes, des otages et les associations qui soutiennent pas la guerre, c'est le moment pour Sahel d'œuvrer à la libération, à un cessez-le-feu pour la libération des otages retenus. Pour le moment, selon un communiqué de l'armée israélienne, ils sont au nombre de 101 aux mains du Hamas. À présent, direction Cali en Colombie, qui abrite depuis hier la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité appelée COP16. Les délégués des 196 pays se penchent sur l'état de mise en œuvre du cadre global sur la biodiversité adopté il y a 2 ans pour la COP15 au Canada, notamment la réalisation des engagements pris par les parties prenantes, la mobilisation des ressources financières. La cérémonie d'ouverture était présidée par le chef de l'État colombien Gustavo Petro en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre en charge de l'environnement du Mali, Mamadou Samake, qui représente le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à cette rencontre. Envoyé spécial à Cali, Siaka Konate, Tayeb Ayabi Akoui. Cri de cœur des peuples autochtones de la Colombie qui appellent à la sauvegarde des forêts, leur habitat naturel, de la biodiversité, estimant que si la Terre est détruite, l'humanité sera elle aussi détruite, une humanité qui œuvre contre elle-même, affirme le président colombien, hôte de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité, COP16. Gustavo Petro, tout comme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, qui s'est adressé aux délégués par visioconférence, ont insisté sur l'urgence d'agir pour sauver la biodiversité, la planète Terre, menacée par le dérèglement climatique, les conflits armés, entre autres. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le président colombien a invité son homologue du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, pour participer à cet événement des rangs mondial. Le président de la transition nous a fait l'honneur de nous désigner pour conduire la délégation nationale à cet événement. Donc nous sommes là dans ces cadres-là. Nous venons de participer à la cérémonie d'ouverture. Nous avons surtout été marqués par les prestations des peuples autochtones, des communautés traditionnelles qui ont montré leur savoir-faire, qui ont montré leur lien avec la nature, leur lien avec la biodiversité et leur rôle très important dans la conservation de cette biodiversité depuis des millénaires. Les délégués de 196 pays doivent mesurer les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité adopté par la COP15 en décembre 2022 à Montréal, au Canada. Le Mali participe à cette COP16 avec un objectif précis, celui de mobiliser auprès des partenaires des ressources additionnelles pour financer sa stratégie nationale de biodiversité. Il y a la question du financement de la biodiversité aujourd'hui qui est une priorité. Vous savez, lorsqu'on parle des rencontres internationales sur l'environnement et le climat, la biodiversité et la désertification sont les parents pauvres en termes de financement. Donc aujourd'hui, il s'agit de mobiliser plus de financement climatique vers la biodiversité parce que la biodiversité est une solution aux menaces climatiques aujourd'hui. Parce que quand on dit lutte contre les conséquences du changement climatique, cela passe forcément par la restauration des terres. Cela passe forcément par la restauration de nos forêts, donc à travers l'agroforesterie, à travers des plantations d'arbres et d'autres activités. Et tout ceci sont liés à l'eau. Nous sommes là pour défendre la position du Mali, nous sommes là pour défendre la position de l'AES dans toutes les rencontres en tout cas auxquelles nous allons participer pour le bien de nos populations. La Convention sur la diversité biologique a été adoptée en 1992 au sommet de la Terre à Rio de Janeiro au Brésil. Elle est entrée en vigueur en juin 1993. Le Mali l'a ratifiée en 1995. C'est un accord multilatéral qui vise à promouvoir la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses composantes. Kali, Chaka Konate, Tayeb Adjavakoui pour l'ORTM.
Une fin d'année chargée pour les défenseurs, bien sûr, de l'environnement. Après la COP16 sur la biodiversité à Cali, il y aura la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan et enfin la COP sur la désertification en Arabie Saoudite. D'ici là, à Cali, les pluies diluviennes ont laissé de très mauvais souvenirs. Depuis le début de la saison des pluies, la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire fait état de 4329 sinistrés dans la région, des sinistrés qui arrivent tant bien que mal à se ruer grâce à l'aide du voisinage et des services techniques de l'État. En ce qui concerne la saison des pluies, elle n'est pas du tout terminée selon Mali Météo. Comment se présente la situation des sinistrés dans la première région Kaï? La réponse avec Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Des maisons abandonnées, souvent complètement écroulées et des cultures détruites. C'est le triste paysage dans certains quartiers de la cité des Rails comme dans d'autres localités de la région de Kaï. Une situation due aux fortes pluies enregistrées cette année. Des pluies qui ont aussi occasionné une montée spectaculaire des eaux du fleuve Sénégal. Drissa Sidibé, directeur régional de l'hydraulique de Kaï. La cote la plus élevée au cours de cette année, c'était le 12 de ce mois. On était à 10,07 mètres. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à la cote 8,48 mètres. La cote de vigilance est à 8 mètres. Nous sommes ici à Kaïlegal Ségou Somonoki. La crue du fleuve Sénégal a occasionné un débordement des eaux dans certaines maisons du quartier via un collecteur installé depuis le temps colonial. Après le sinistre, toute la famille Keïta a dû se déplacer vers un lieu plus sécurisé. Mamadou Keïta et ses deux frères sont restés sur place pour monter la garde. Le vendredi dernier que nous avons été surpris par l'eau. Nous avons essayé de l'arrêter avec des sacs remplis de sable, mais sa force était telle que nous n'avons pas pu l'arrêter. C'est donc impuissant que nous avons assisté à la destruction de nos biens. Un peu plus loin, à Kaindi Sidia, d'autres familles vivent la même situation. Mariam Koulibaly, sinistrée. L'eau a détruit nos habitations et nous n'avons même plus de toilettes. Heureusement, comme le veut la solidarité malienne, les familles sinistrées ont pu trouver refuge dans des familles voisines. So Marietou Koulibaly, voisine de sinistrés. Si ton voisin traverse une situation difficile, c'est tout à fait naturel de l'assister. C'est pourquoi j'ai naturellement accueilli mes voisins sinistrés. Au-delà de cet élan de solidarité sociale, l'État malien, à travers ses services techniques, est à pied d'œuvre pour mener des activités d'information et de sensibilisation des populations en cas d'alerte et même des interventions en cas d'inondation. Drissa Sidibé, directeur régional de l'hydraulique de Kaï. En cas d'alerte, on passe par les médias, le RTM, maintenant les radios de proximité. On sensibilise la population comme quoi de s'éloigner au bord du fleuve. Nous avons des cours d'eau parce qu'il y a la montée qui est observée et on suit également le niveau d'eau. Lieutenant-colonel Moussa Boli, directeur régional de la protection civile de Kaï. Depuis le début de l'hivernage, quand on entend qu'il y a une inondation quelque part, on envoie une équipe pour d'abord secourir les personnes, les biens, bien évidemment, y compris les animaux. Après le secours, on fait également une évaluation rapide afin de venir en aide aux sinistrés. Après sauvetage et acheminement des 4329 sinistrés de la région de Kaï vers des zones plus sécurisées, l'heure est à leur prise en charge. Et c'est là qu'intervient la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Amadou Bokoum, directeur régional du développement social et de l'économie solidaire de Kaï. Nous avons déjà mis à la disposition de certaines populations 19 tonnes de vivres et beaucoup de non-vivres aussi avec l'appui de notre partenaire phare qui est l'UNICEF. Et aujourd'hui, on est en train de voir dans le cadre du partenariat avec l'OMVS comment identifier un certain nombre de besoins ressentis par ces populations victimes d'inondations pour les apporter un appui. Les prévisionnistes de Mali Météo signalent que ce n'est pas encore la fin de la saison des pluies dans la région de Kaï. Bakary Mangane, chef de bureau prévision et alerte météorologique à Mali Météo. Dans la région de Kaï, les activités pluvio-orageuses se poursuivent de façon générale présentement au mois d'octobre et ça va se poursuivre jusqu'au mois de novembre. Le cercle de Djema, ensuite le cercle de Yelemani, le cercle de Kinyeba, Bafulabé aussi, et Kaïville évidemment. Et souvent, c'est des quantités de pluie parfois
importante par endroit. Un blessé et 8 cas de décès, dont 6 enfants, c'est le bilan des inondations enregistrées par la protection civile de Caille à la date du 16 octobre. Caille, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Sidi Haïdara pour l'ORTM. Il n'a pas les mains pleines de vivres parce qu'il n'est pas encore à ce niveau, mais il a les mains pleines d'informations et de dernières informations venant du Sénégal. Dans un instant, nous allons accueillir Doutiki Bafotiki Tunkara pour le sport. Voilà, vous l'avez compris, ce générique annonce l'arrivée de Fotiki Tunkara dans ce trésor tous les lundis. Plaise à Dieu. Fotiki, bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous et bonjour à tous. Comme annoncé, vous avez les mains pleines de dernières informations venant du tournoi UFOA Sénégal 2024. Toujours l'épée de Damoclès suspendue sur la tête des équipes. Oui, absolument. Et la compétition connaît donc un début difficile et le coup d'avoir passé de report en report. Initialement prévu hier dimanche entre le Sénégal et le Libéria, les matchs d'ouverture du tournoi U17 de la zone A de l'UFOA pour la qualification à la CAN U17 avaient été reprogrammés pour cet après-midi et devaient en principe opposer le Mali au Sénégal, le pays hôte, à 15h au stade Lat Dior de Thiès, même si l'on n'a pas encore une notification officielle de l'UFOA A. Un communiqué de la Fédération sénégalaise de football nous apprend aux dernières nouvelles que la programmation des matchs de ce jour 21 octobre 2024 est annulée et que la reprogrammation reste suspendue aux instructions de l'UFOA A. C'est donc clair que le démarrage du tournoi est à nouveau repoussé en raison des problèmes administratifs avec le test d'éligibilité IREM ayant conduit la commission d'organisation du tournoi à la disqualification de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone qui avaient dépassé le nombre de joueurs inéligibles. Coup de bambou, ces équipes se rebiffent et font appel de la décision à la CAF en demandant des contre-tests IREM effectués hier soir et dont les résultats sont toujours attendus. Et c'est à l'issue donc de tout cela que tout rentrera dans l'ordre et que la compétition démarrera véritablement. Alors pour plus de précision, je propose d'écouter notre confrère de Radio Clédou, Suleiman Diallo Dissoulé, officier média de la Fédération malienne de football que nous venons de joindre. Effectivement, le Mali devrait jouer cet après-midi contre le Sénégal. Mais vous savez, avec les résultats des IREM qui sont tombés hier, 3 pays ont été disqualifiés, à savoir la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Sierra Leone. Et ces pays ont fait appel au niveau de la Confédération africaine de football CAF. Maintenant, la CAF a reçu leur appel et leur a accordé de reprendre encore les tests IREM. Donc jusqu'à hier soir vers 20h, tous les 3 pays déjà avaient fait leur IREM. Mais le résultat n'est pas tombé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas eu de résultat. Or déjà, la première journée des phases de poule avait été déjà programmée où le Mali devrait jouer contre le Sénégal au stade Lat Dior de Thiès. Mais malheureusement, vous savez, le football a ses règles. Avant un match de football ou bien un match de compétition, voilà, il y a une réunion technique qui doit se dérouler. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu de réunion technique pour le Mali ni pour le Sénégal. Donc, à voir tout ceci, moi je pense que la compétition ne pourra pas démarrer aujourd'hui pour le tournoi UFOA de moins de 17 ans. Je ne pense pas que ce soit possible que le tournoi démarre aujourd'hui vu que les résultats des IREM des 3 pays qui ont été repris, à savoir la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone, n'est pas encore tombé. Voilà, Ousmane, c'était là donc les explications de Suleiman Diallo Dissoulé, notre confrère de Radio Clédou. Il est officier média de la Fédération malienne de football au Sénégal à l'occasion donc de ces tournois. Alors pour rappel, via un communiqué publié hier, la commission d'organisation du tournoi avait informé l'opinion publique que les tests IREM réalisés par l'équipe médicale de la CAF révèlent que 3 équipes, en l'occurrence la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone, ont dépassé le nombre de joueurs inéligibles. Alors conformément à l'article 27.4 du règlement de la CAN U17 qui stipule que si après avoir effectué les tests d'éligibilité IREM pour une équipe participante et que 3, sinon 4 de ces joueurs ou plus sont jugés inéligibles, l'équipe en question sera tout simplement disqualifiée. Alors c'est ce qui était donc arrivé à ces 3 équipes qui ont finalement fait appel et pour l'instant c'est une affaire à suivre, Ousmane. Ça remonte de mauvais souvenirs. Les tests seraient un mauvais souvenir également pour le Mali, toujours au Sénégal, il y a 2 ans. Absolument. Et cette année, quand même, plaise à Dieu, nous, on est vraiment épargnés. Et l'épée de Damoclès que vous aviez annoncé tantôt est suspendue sur la tête donc, de ces 3 pays. On va prendre la direction d'un autre continent et aller très loin, et même parler toujours de football, mais de football féminin, puisque nous allons partir en République dominicaine où se déroule la Coupe du Monde
des U17 féminins. Oui, absolument. Donc nous restons avec ces U17 féminins, avec notamment des 3 pays représentants africains qui ont donc hypothéqué leur chance au compte de la deuxième journée du groupe C du mondial U17 féminin hier. Le Kenya a perdu contre la Corée du Nord 3-0. L'Angleterre a dominé le Mexique 4-2. Dans le groupe D, la Zambie s'est inclinée devant la Pologne 2-0. Le Japon s'est imposé devant le Brésil 2-1. Si, après 2 défaites d'affilée, le Kenya est éliminé, la Zambie, de son côté, n'a plus son destin en main. Déjà samedi, le Nigeria dans le groupe A a assuré sa qualification pour les quarts de finale en disposant de l'Équateur par le score de 4-0. Deuxième victoire d'affilée donc pour les Nigérianes qui avaient déjà surclassé la Nouvelle-Zélande par le score de 4-1. Autre résultat de cette deuxième journée, la République dominicaine et la Nouvelle-Zélande ont fait match nul 1 but partout. La Colombie a perdu contre les États-Unis 2-0. L'Espagne a étrié la Corée du Sud 5-0 et s'est qualifiée pour les quarts de finale. La compétition fait relâche ce lundi et reprend ses droits demain mardi avec la troisième journée des groupes qui prévoit Colombie-Espagne à 20h, États-Unis, Corée du Sud à 20h également, Nigeria et République dominicaine à 23h, Équateur, Nouvelle-Zélande à 23h également. Mercredi, Zambie, Japon à 20h, Pologne, Brésil à 20h également, Angleterre, Corée du Nord à 23h et Mexique, Kenya à 23h. On revient sur un autre continent et cette fois-ci en Europe pour parler de la troisième journée de la nouvelle version de la Ligue des Champions qui démarre demain. Absolument. Et la compétition fait son donc retour avec la troisième journée dont les programmes prévoient demain. AC Milan, votre AC Milan, Club Brugge et Monaco, Étoile Rouge Belgrade à 16h45 minutes. Le reste se joue à 19h. Il s'agit de Arsenal, Shakhtar Donetsk, Aston Villa, Bologne, Girone, Slovan, Bratislava, Juventus, Stuttgart, PSG, PSV, Sturm Graz Sporting et Real Madrid Dortmund. Alors, le programme de mercredi sera aussi marqué par le choc alléchant entre le FC Barcelone et le Bayern Munich. Fotki Tunkara, 13h passées de 25 minutes, à Dramani et Région Nkaï, c'est la fin de cette session d'information. Comme tous les lundis, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment sport avec vous. Alors, le prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé, mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute dans un instant. Et Sata Tangara sera là pour les avis de communiquer. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara, réalisation Soumaou Aïdara, mise en ligne Badji Touré. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.